peut-être un défaut de juriste, mais comme je vais le mettre à disposition sur SlideShare, vous aurez plus de contenu que ce que je vais être capable de dire en encore 20 minutes. Ça concerne tous les traitements de données personnelles. Une donnée personnelle, c'est ce qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Et quand on arrive dans une entreprise, dans une organisation, la première question qu'on pose, c'est est-ce que vous pensez que vous avez des traitements de données perso? Oui, ça concerne combien? 20% de notre système d'information. La réalité, c'est que quand on gratte, c'est plus près de 60 à 80%. Parce que les systèmes de sécurité sont tous, à un moment ou à un autre, capables de dire vous vous êtes connecté à tel moment. Un système de caméra de vidéosurveillance au parking permet évidemment de traiter des données personnelles, ça s'appelle le numéro d'immatriculation de la voiture, etc., etc., etc. Donc le champ d'application est très très large. Et on avait jusqu'à présent, jusqu'à récemment, un doute. Quand on sniffe un trafic Internet, on est devant des gens qui voient beaucoup mieux que moi ce dont je veux parler. L'adresse IP de votre machine est une donnée à caractère personnel. Il y avait un doute jusqu'à il y a 6 mois. Moi, ça fait 15 ans que je n'ai pas de doute. Il est évident que l'adresse IP de ça ou de ma box à la maison permet d'identifier des gens, une personne ou quelques personnes, un foyer par exemple, parfois un service dans une entreprise. Et il a fallu plusieurs décisions, Cour de cassation, Cour de justice de l'Union européenne. C'est clair, c'est net, c'est précis. Quand vous loguez, ce que vous êtes obligé de faire, quand vous journalisez un trafic en interne, eh bien, vous manipulez, vous traitez des données à caractère personnel. On exclut les activités perso quand même de la réglementation. Et ça a pour ambition, en meilleur français, d'être, entre guillemets, d'application universelle. Alors ça, c'est la réglementation anti-Google. Google essayait d'éviter l'application de la loi informatique et liberté européenne précédente, celle qui est encore en vigueur aujourd'hui, et se battait en disant oui, certainement, j'ai google.fr, google.es, mais comme mon siège principal est aux États-Unis, la loi européenne ne s'applique pas. On a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, il n'y a pas de difficulté, et on est allé l'inscrire dans le marbre. Si le responsable de traitement ou le sous-traitant est dans l'Union européenne, voir si les données passent en Europe, y compris dans un data center qui est purement technique, la loi européenne s'applique. Donc c'est vraiment très très ambitieux et c'est fait pour protéger les 500 millions de citoyens du marché européen. Et vous avez quelques acteurs qui sont concernés. Le client, RT responsable de traitement, celui qui détermine à quoi sert le système. Le sous-traitant, je vous ai dit, si vous êtes à plus de 3 mètres de l'écran, vous n'arrivez pas à lire les petites lignes, mais vous aurez la présentation en SlideShare. Le sous-traitant, c'est quelqu'un qui traite des données au nom et pour le compte du responsable de traitement. Donc on peut citer un opérateur de mailing, celui qui va récupérer des adresses mail, voire qui va récupérer des instructions de la part d'une société spécialisée et à qui on va dire est-ce que vous pourriez m'adresser un email publicitaire ou informatif dans la région de Grenoble à toute personne ayant telle et telle caractéristique. Cette personne-là, cette société-là est un sous-traitant. Celui qui détermine à qui envoyer est un responsable de traitement. Et dans les directions marketing, ils n'en ont pas toujours conscience. Parce que leur raisonnement, c'est de dire « je n'ai donné que des instructions générales ». Oui, mais vous avez déterminé les moyens et les finalités. Donc vous êtes responsable. Et pour le sous-traitant, c'est lourd, puisque c'est la disparition du syndrome de Ponce-Pilate. Je m'explique, Ponce-Pilate dans la Bible, c'est celui qui s'est lavé les mains de sa responsabilité, et jusqu'à présent, le sous-traitant, s'abritant derrière des contrats qui sont très souvent, comment vous dire, susceptibles d'amélioration, pour pas dire inexistants, faisant référence à des conditions générales de vente qui ont été mal traduites de l'américain avec un copier-coller et un service de traduction en ligne. Quand il y avait un problème, le sous-traitant disait « Écoutez, je ne suis pas responsable ». Le principe est totalement inversé. Aujourd'hui, le sous-traitant sera co-responsable, sauf si le contrat a bien déterminé la répartition des responsabilités,
sauf si le contrat a mis en place des moyens vertueux d'amélioration, etc., etc. Donc pour les prestataires techniques, les choses sont très claires. Jusqu'à 2018, l'approximation leur profitait plutôt, pour être assez clair. En efficacité, nous au cabinet, quand on avait des difficultés, des contrôles de la CNIL ou des protestations d'associations de consommateurs, on en a eu à traiter, eh bien, ce qui se passait à la fin, c'était que le sous-traitant disait c'est pas moi. J'ai 20 millions d'adresses email dont je suis incapable de dire lesquelles sont cachères et lesquelles ne sont pas cachères, lesquelles ont été collectées avec un système d'opt-in, avec les finalités, vous savez, le système assez compliqué et pénible, c'est certain. Mais c'est vous qui avez pioché pour savoir s'il fallait cibler tous les hommes de 40 ans de telle région pour leur envoyer une pub pour la sortie de la nouvelle voiture. Donc aujourd'hui, le principe est totalement inversé. S'il y a un bug, le sous-traitant sera responsable, sauf si c'est organisé. Si c'est organisé contractuellement et avec, pour aller vite, un plan d'action qualité, ce qu'on connaît dans l'informatique, c'est-à-dire des méthodes d'organisation, des registres de traitement, etc., etc. Donc vous lirez ça. Et il a, ce qui est assez paradoxal, assez étonnant, un devoir d'information. Alors, obligation de conseil de la part d'un avocat ou d'un courtier en assurance, le cas échéant. Ça s'étend maintenant très clairement, on pouvait le penser avant, mais il y avait un doute, aux sous-traitants, aux prestataires techniques. Et il aura l'obligation de justifier de son organisation technique, donc de documenter ce que les bons prestataires font déjà, des méthodes de sécurité, donc on va voir toutes les démonstrations qui vont suivre tout à l'heure, et de la suppression et de la destruction des données qui ne sont pas conformes. Donc le guichet permettant aux consommateurs mécontents de dire j'ai donné mon accord pour recevoir des publicités relatives aux cosmétiques de visage, je ne veux pas en recevoir des publicités relatives à telle et telle chose. Jusqu'à présent, c'était marqué aussi dans la loi, mais on ne l'appliquait pas. Moi, ça fait 15 ans que je suis spécialiste en droit de l'informatique, ça fait 15 ans que je fais de l'évangélisation, ça fait 15 ans que je perds mon temps, que j'investis, en disant la loi informatique et liberté, il faut la respecter, etc., etc. Je pensais que, à une époque, le levier marketing allait faire changer beaucoup les choses. Parce que je pense que les directions marketing sont sensibles au fait que on leur dise, si jamais vous vous faites rattraper par le gendarme des données c'est la CNIL, le plus douloureux, le plus pénible, c'est d'avoir son nom dans la presse. La réalité, c'est que le chemin est long et ça va pas très très vite. Alors, il y a le responsable de traitement, il y a le sous-traitant, et pour aider ces différents acteurs, on a, alors c'est plein d'acronymes et de jargon, je suis désolé, vous verrez à la fin de la présentation une liste de ressources, notamment le site de la CNIL est vraiment très bien fait. Donc le CIL, c'est le correspondant informatique et liberté, et le DPO, c'est Data Protection Officer. Grosso modo, vous nommez quelqu'un en interne qui est une sorte de commissaire aux comptes, voilà, des données. Bon. Vous pouvez le nommer en interne ou le nommer en externe, et c'est quelqu'un qui vous aide à respecter la réglementation. C'est très anglo-saxon comme technique. Et c'est quelqu'un qui va vous aider à servir de point de contact avec la CNIL notamment, et ça peut être très très utile, parce qu'entre les directions métiers, les directions techniques et la CNIL, il y a parfois besoin d'un peu de traduction pour mettre de la fluidité dans la discussion. Quelques principes dans la loi, dans ce règlement donc qui rentre en vigueur, encore une fois en mauvais français, accountability, on ne sait pas trop bien le traduire. Je pense que, en bon français, c'est un principe de responsabilité. Vous devez rendre des comptes. Mais c'est au-delà du système français qui est oui, non, c'est conforme, ça n'est pas conforme. C'est vous devez démontrer que vous avez fait vos meilleurs efforts pour. Et on vous donne, alors c'est pour ça que la réglementation est très longue, trop longue, on vous donne des tas d'éléments pour démontrer que vous avez fait des efforts, vous êtes rentré dans un cercle vertueux. Vous savez, le Plan, Do, Check, Act, le PDCA, la roue de Deming,
C'est ça qu'on vous demande de faire. Donc, faites des études d'impact, le PIA, Privacy Impact Assessment, démontrez que vous avez fait un peu de formation. Peut-être que ce matin, vous pouvez arguer du fait que pendant une petite demi-heure, on a parlé de ça. Et jusqu'au bout, en allant jusqu'au bout pour les organisations les plus importantes, faites-vous certifier. Ça viendra, on est en train de mettre en place des outils de certification. Et surtout, et c'est très bien pour vous, que vous soyez responsable de traitement ou sous-traitant, avancez sur l'obligation de documentation. Donc, le temps courant contre moi, et compte tenu du fait que vous allez avoir le support, l'étude d'impact. Vous devez étudier, avant de mettre en place un traitement, l'impact que ça a. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous avez un guide bourrique, vous avez vraiment une documentation très précise sur ce que ça doit contenir. Et pour nos amis éditeurs de logiciels, très important, respectez la vie privée dès que vous commencez à coder. Voilà. Alors ça s'appelle Privacy by Design ou by Default, c'est-à-dire respect de la vie privée par conception, dès qu'on commence à concevoir des outils, et par défaut. Il y a des éditeurs qui viennent me voir en me disant, bon bah oui, mais alors maintenant on a 100 000 lignes de code et on a 250 jours de dev, etc. C'est un peu compliqué. Ben, justement, dès qu'on commence à rédiger les spécifications fonctionnelles détaillées, on met en place les petits modules qui permettent d'anonymiser, de pseudonymiser, etc. Quand il y aura un hacking très très important, jusqu'à présent, la notification des failles de sécurité, c'est-à-dire cet exercice quand même très particulier qui consiste à se balader partout en disant « il y a eu un problème chez moi », sera applicable à quasiment toutes les failles de sécurité, à peine de sanctions très lourdes, financières. Les droits des personnes ne sont pas modifiés. Je passe très très vite, vous pourrez découvrir ça. On a toujours le droit à l'oubli, on a toujours, en tant qu'internaute, en tant que personne physique concernée, toute une série de droits. C'est devenu un chouïa plus complexe, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et, chose importante, et j'ai quasiment terminé, la réglementation veut s'appliquer au transfert de données en dehors de l'Union européenne. Alors je vais vous faire 1 minute de politique et j'aurai terminé. Il y a des accords internationaux entre l'Europe et les États-Unis. Le précédent s'appelait le Safe Harbor. Donc le principe, c'est qu'on considérait que des données logées en Europe, ici ou aux Pays-Bas ou en Irlande, étaient bien protégées par la réglementation européenne, et on disait, ben, quand on aura fait des accords internationaux avec des pays partenaires qui nous garantissent le même niveau de protection, ben, vous pourrez amener vos données là-bas. Et donc il y a eu un accord il y a une dizaine d'années qui s'appelle le Safe Harbor. Et puis Edward Snowden est arrivé, il a publié des choses et la Cour de justice de l'Union européenne a dit le Safe Harbor ne constitue pas une garantie suffisante. C'est-à-dire l'accord entre les États-Unis et l'Europe, évidemment, ce n'est pas une garantie suffisante de la protection de nos données personnelles. Qu'à cela ne tienne, on en a fait un nouveau qui s'appelle le Privacy Shield. Et compte tenu du caractère très déterminé des gens qui s'intéressent à ces sujets-là et qui mènent des procès jusque devant la Cour de justice de l'Union européenne, je crains que la prochaine décision de la Cour de justice de l'Union européenne soit du même tonneau, surtout si la nouvelle administration américaine reste sur les mêmes décisions politiques que celles qui ont commencé à être annoncées, puisque vous avez appris que le Congrès finalement va abroger ce qui allait rentrer en vigueur, puisque aux États-Unis allait entrer en vigueur tout un paquet législatif de protection de la vie privée. L'administration Trump a dit non, pas de protection de ce sujet. Dans la catégorie certification qualité, etc., on a toute une série de labels et de bonne conduite, avec ce qu'on appelle des binding corporate rules, enfin peu importe. On peut adopter des règles soit dans les grosses sociétés, soit dans des branches d'activité, et y adhérer volontairement, ça devient obligatoire. Les sanctions, très important, jusqu'à présent c'était 300 000 euros. Donc quand Google a été condamné à 300 000 euros de sanctions pécuniaires, on peut raisonnablement estimer qu'ils ont fêté ça avec une belle bouteille de champagne. Et pour rendre toute son efficacité à la réglementation, ça nous concernera, vous et moi, probablement moins, mais les organisations de contrôle pourront infliger des sanctions allant jusqu'à
4% du chiffre d'affaires mondial. A priori, ça ne va pas directement concerner des entreprises qui sont ici ou à distance. Attention, en tout cas, quand on arrivait devant un comité directeur, un CODIR, en disant on risque au maximum 300 000 euros d'amende et nous avons en face un budget sécurité de 100, 150 000, 200 000 euros, alors à dépenser peut-être sur un an ou deux, il y avait une évaluation de risque, on demandait à la direction juridique, et le budget a été retardé. Là, peut-être que ça va changer, et je termine en vous disant que il y a un lien hypertexte sur une boîte à outils qui est remarquable, je suis pas toujours très copain avec la CNIL, ça nous arrive même de nous chauffer les oreilles, parce que la CNIL a une interprétation de la réglementation qui est parfois un peu large, mais vous verrez qu'il y a là, avec un lien hypertexte, un guide de la CNIL, qui est une véritable boîte à outils, hyper didactique. C'est un PDF de 4 pages, vous le téléchargez. Sur chaque élément de la boîte à outils, vous avez des liens qui vous renvoient vers des documents. C'est vraiment remarquablement fait. En termes de marketing, si on avait voulu le faire nous au bureau, ça aurait été très lourd. Et on vous propose en quelques étapes de désigner un pilote, soit en interne, soit un correspondant informatique et liberté. Enjeu super important, cartographier vos systèmes d'information. Dès que l'organisation devient importante et que c'est le produit de l'histoire, on a fusionné, on a développé, etc. C'est un peu compliqué, etc., etc. On suit tout ça. Souvenez-vous, on ne vous demande pas, en mai 2018, d'être immédiatement prêt, tout bien, tout nickel, mais commencez le processus. Commencez le processus. Parce que si en juillet 2018, septembre 2018, vous avez un contrôle de la CNIL, qui a probablement vocation à s'appliquer d'abord dans les secteurs les plus visés, qui sont le médical, le financier et tout ce qui est marketing ciblé, etc. C'est à peu près les 3 secteurs les plus importants. Si vous démontrez que vous avez commencé à vous mettre en conformité, vous aurez une approche beaucoup plus bienveillante de la CNIL. Je vous ai mis aussi plein de ressources. Et à la fin, see you soon et merci de votre attention.